Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire. On va commencer d'ici quelques minutes. Donc, je vous invite à être patient pendant encore 2 ou 3 minutes et ensuite on commencera. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui sont joints à nous, nous allons commencer dans quelques instants le webinaire Comprendre, implanter et évaluer les projets de rue conviviale. Entre-temps, je vous invite à participer à ce petit sondage que je lance à l'instant. On a envie de vous connaître, de connaître le profil de nos participants. Donc, je vous laisse répondre à notre sondage et nous allons commencer dans 90 secondes. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'inviterai les intervenants à ouvrir caméra et éventuellement micro. On va commencer tranquillement. Donc, je me présente, Michael Saint-Pierre, chargé de projet et développement au Centre d'écologie urbaine. On est très, très content de vous avoir avec nous ce midi. Donc, je suis doublement content. Je vois qu'il y a des gens d'un peu partout au Québec, là. Bon, des gens de la région de Gatineau, de la région du Saguenay notamment. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour vous parler d'un sujet évidemment qui nous tient à cœur, la mobilité sécuritaire et les rues conviviales. Donc, avant de commencer, bien évidemment, on va remercier nos partenaires financiers qui ont permis de réaliser tout le travail qu'on va vous exposer ce matin. Donc, dans un premier temps, le ministère des Transports du Québec et le Fonds vert qui ont permis le financement du travail de recherche en collaboration avec la chaire In situ.
et également la Direction régionale de la santé publique de Montréal et bien évidemment également l'organisme de financement MITAX. On peut avancer un peu, Nadia, on peut avancer de 2 diapos. Voilà, c'est la beauté des webinaires comme ça. On n'est pas tous dans la même pièce. Donc, je me suis présenté. Je présente également mon collègue Simon Chouinard-Laliberté. Nous sommes tous deux du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Peut-être est-ce que vous connaissez, on existe depuis bientôt 25 ans. Notre mission, c'est de proposer des pratiques pour des villes écologiques, démocratiques et en santé. Et nous sommes très bien accompagnés ce midi. D'abord, Florence Poliac, qui est professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM et titulaire de la chaire In situ. Et également Nadia Bouhend, qui est doctorante en études urbaines à l'École des sciences de la gestion. La chaire In situ, c'est une chaire de recherche qui se consacre à la recherche dans l'intégration des stratégies d'aménagement de l'espace, d'urbanisation et de transport durable. Donc, allons-y. On est très, très content de vous savoir avec nous ce midi. On peut avancer. Merci beaucoup, Nadia. Donc, depuis déjà quelques années, au Centre d'écologie urbaine de Montréal, on s'intéresse à la question des rues conviviales, des Complete Streets, et on a eu l'idée de s'associer avec la chaire In situ pour faire un travail de fond, un travail de recherche sur les aboutissants et tenants de la rue conviviale au Québec. L'objectif, c'est d'outiller les administrations municipales québécoises à implanter des projets de rue conviviale. Donc, on va s'intéresser notamment au contexte d'implantation, mesures et aménagements réalisés et leviers et freins de chaque étape de réalisation. Évidemment, il y a une méthodologie complexe qui a été réalisée. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des analyses et de la revue qui ont été faites tant sur la littérature scientifique, mais également la littérature politique, professionnelle, d'organisation. Et il y a également des entrevues qui ont été faites auprès de professionnels municipaux, dont certains sont avec nous aujourd'hui. C'est ce que je remarque dans la liste des participants, qui nous a permis d'identifier un certain nombre d'études de cas, desquelles on a tiré des apprentissages qu'on va vous exposer aujourd'hui, mais également la semaine prochaine, parce que la beauté de la chose, c'est qu'on vous offre une série de 2 webinaires. On vous offre non seulement une série de 2 webinaires, mais également une publication sous la forme de 6 fascicules qui vont être lancés officiellement la semaine prochaine, donc dans une semaine. Donc, vous verrez aujourd'hui les 3 premières portions du travail de recherche qui a été effectué par la chaire In situ et par le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, on va vous parler notamment dans ces fascicules-là du portrait de chaque étape et l'étape de conception d'un projet de rue conviviale, des constats des pratiques actuelles et éventuellement des recommandations également. Le plan de la présentation pour aujourd'hui, on vous présente donc les 3 premières portions de ce travail-là. Dans un premier temps, on va venir poser la fondation et on va répondre à la question « La rue conviviale, qu'est-ce que c'est? » Donc, on va introduire, bien évidemment. Ensuite, on va le définir. On va se poser la question « Comment est-ce qu'on définit ce projet-là dans une municipalité? » Et dans un troisième temps, comment est-ce qu'on vient sélectionner ou prioriser un projet ou une rue versus une autre dans une municipalité. Donc, bien évidemment, nous sommes en webinaire depuis déjà quelques mois. On a l'habitude de se voir par Zoom, par Hangout. On connaît tous les bonnes pratiques, mais on les rappelle, on ferme le micro. Si vous avez des questions ou commentaires, je vous invite à utiliser le bouton Q&A ou Q&R, selon si vous avez la version anglaise ou française de Zoom, qui est au bas complètement de votre écran. À différents moments, on va prendre les questions et avoir une petite discussion à partir de ces questions-là. Et sinon, ça me fait plaisir de donner le bâton à Nadia, qui va nous présenter la première section, c'est-à-dire l'approche des rues conviviales. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, dans cette section introductive, je répondrai à la question « Qu'est-ce qu'une rue conviviale ?» J'aborderai ensuite le contexte d'émergence de cette approche, sa définition, ses avantages, ainsi que ses principes d'implantation. Qu'est-ce qu'une rue conviviale? Dans la littérature scientifique majoritairement états-unienne, l'approche des rues conviviales très répandue en Amérique du Nord est une rue qui est conçue pour être sécuritaire pour les conducteurs, les cyclistes, les usagers des transports en commun et les piétons de tout âge et de toute capacité. Cette conception de rue favorise la création des systèmes de transport multimodaux et des communautés urbaines plus agréables, conviviales et durables. Par ailleurs, cette approche, lorsqu'elle est appliquée dans le cadre d'une politique publique, s'apparence non seulement à une nouvelle façon de concevoir les rues, mais également à une modification du processus de décision et de conception.
Il s'agit ainsi d'un changement politique et institutionnel qui vise notamment à une prise en compte systématique de tous les usagers lors de la planification, la conception, la réalisation, mais aussi à l'exploitation des projets de rue. Ces politiques de rue conviviale permettraient notamment une meilleure cohérence de l'action publique dans le cadre de la mise en œuvre des projets locaux, une réponse plus adéquate aux demandes de financement et un transfert de connaissances et des expériences suite à l'évaluation des projets. L'approche des rues conviviales, appelée initialement Complete Street, est l'expression de la convergence de plusieurs mouvements depuis les années 90 aux États-Unis, qui s'inscrit notamment dans une volonté de réduction de l'utilisation de l'autosolo. On compte le mouvement de Safe Route to School, lancé par les parents d'élèves et des défenseurs de la santé publique, l'adoption de la loi sur les personnes handicapées, la promotion du mode de vie actif par les praticiens de la santé publique comme une solution à l'obésité et aux maladies cardiovasculaires. Ces mouvements feront ensuite évoluer les pratiques d'aménagement et de génie pour une meilleure prise en compte de tous les usagers de la rue par la modération du trafic, la planification des déplacements à vélo et à pied, entre autres. En parallèle, les partisans du Smart Growth et du New Urbanism ont remis le piéton au centre de la planification urbaine en proposant des rues interconnectées et des aménagements adaptés à la marche. Aux États-Unis, les politiques de la rue des Complete Street ont permis d'institutionnaliser cette approche pour une mise en place systématique de ce type de rue. Leur adoption au Canada, également, a permis l'aménagement d'une centaine de rues conviviales, principalement depuis les années 2010. Mais qu'en est-il du Québec ? Au Québec, le concept de rue conviviale est une adaptation de Complete Street. Mais contrairement aux États-Unis et d'autres provinces canadiennes, peu de municipalités québécoises adoptent ces types de politiques. À ce jour, une seule municipalité québécoise s'est dotée d'une politique de rue conviviale, soit la Ville de Québec. Cette dernière a souhaité soutenir la santé durable, un réseau de transport efficace et équitable, sécuritaire et confortable, tout en prenant en considération les conditions hivernales de Québec. À Gatineau, une politique des rues conviviales est en cours d'élaboration. Celle-ci met en avant non seulement l'importance de l'échelle humaine dans l'aménagement des milieux de vie, mais également l'équité quant à l'accessibilité à la rue et au transport collectif. Par ailleurs, des dizaines de projets recensés comme étant des rues conviviales sont mis en œuvre sous forme de projets d'aménagement diversifiés avec des portées différenciées. Ainsi, nous mettons en avant la définition suivante qui va englober un petit peu tout ce qu'on a dit auparavant. Donc, une rue conviviale est une rue qui est conçue pour être sécuritaire, confortable pour les piétons, les cyclistes, les conducteurs, les usagers des transports en commun, de tout âge et de toute capacité. Cette rue contribue à promouvoir une mobilité active, efficace, sécuritaire, durable et équitable. Quels sont les avantages de ces rues ? On compte bien sûr la sécurité des piétons, la sécurité des cyclistes, celle des conducteurs, la santé physique dans le cadre du transport actif, le bien-être psychologique, la vitalité économique et communautaire des secteurs à aménager, et aussi les effets et les bienfaits qu'on connaît sur l'environnement, comme l'atténuation de la pollution, l'atténuation des îlots de chaleur, etc. Les principes d'implantation des rues conviviales issus de la littérature scientifique, principalement états-unienne, seront abordés selon les différentes phases d'implantation des projets d'aménagement. Tout d'abord, dans le cadre de la définition des projets, l'approche des rues conviviales se traduit en politique publique selon plusieurs objectifs, comme la sécurité et la mobilité active. Par ailleurs, ces politiques intègrent des enjeux locaux qui se déclinent en objectifs spécifiques propres aux contextes locaux. Concernant la sélection et la priorisation de ces rues, les artères urbaines sont principalement sélectionnées en priorité, car elles seraient le lieu où se produisaient la plupart des conflits entre les automobiles et les autres modes de transport actifs. Ce sont également des voies de circulation importantes où sont généralement présents les établissements commerciaux et de services et qui attirent ainsi une diversité des usagers. Dans le cadre de la conception de ces projets ou de ces politiques, il est important, d'après cette littérature, de s'adapter à chaque typologie de rue, de concevoir des rues qui contribuent à la réduction de la vitesse automobile afin de s'assurer que la sécurité des usagers et leur perception de la sécurité est améliorée, d'implanter des pistes cyclables intégrées à un réseau confortable, sécuritaire et connecté, de mettre en avant le verdissement des rues pour attirer les usagers actifs et accroître leur bien-être physique et psychologique, tout en atténuant la pollution atmosphérique locale et l'effet d'îlot de chaleur. En parallèle, d'autres actions devraient être prises en compte. On compte
Encourager la mixité des usages, améliorer l'accessibilité au transport collectif, réexaminer les normes de conception routière pour les rendre plus inclusives des autres modes de déplacement, élaborer également des guides de conception de rues conviviales. À partir des études comparatives états-uniennes qu'on avait un petit peu analysées, plusieurs constats sont tirés de leur mise en œuvre. Tout d'abord, on retrouve la cohérence entre les différents niveaux de gouvernance qui favoriseraient le bon fonctionnement de ces politiques. On a également le processus d'élaboration de ces politiques de rue devrait inclure une grande variété de parties prenantes, tout en assurant une meilleure collaboration entre elles. En dernier lieu, une mise en œuvre réussie nécessiterait d'octroyer aux professionnels impliqués dans ces projets-là non seulement des moyens pour aborder les différents projets, mais également leur offrir une formation supplémentaire et adéquate. En effet, trouver un équilibre entre les besoins très diversifiés de tous les usagers et les objectifs locaux est un défi qui nécessite de nouveaux outils et de nouvelles compétences. Enfin, l'institutionnalisation des pratiques de rue conviviale devrait permettre de lier la réalisation des projets à l'éligibilité au financement adéquat. En dernier lieu, si on parle de l'évaluation de ces projets, d'une part, les mesures de performance qui sont intégrées dans les processus de mise en œuvre des projets devraient être identifiés en fonction des objectifs afin de s'assurer que les résultats souhaités sont obtenus ou non. D'autre part, ces évaluations auraient la capacité de responsabiliser les parties prenantes en mettant en place un suivi du processus et des processus collaboratifs. Ainsi, il est important que les résultats de ces évaluations soient publics et transparents. Enfin, afin de réussir la mise en œuvre d'une évaluation, d'après cette littérature, il est recommandé qu'elle soit élaborée avec les parties prenantes, capable de démontrer des résultats simples, compréhensibles et clairs, être réutilisable également dans le cadre d'autres projets de rue conviviale, peu coûteuse, notamment en ce qui concerne la collecte de données. Merci de votre écoute. Super, merci beaucoup Nadia. Donc on a mis la base, la fondation pour le concept de rue conviviale, puis on a également abordé les différentes thématiques qu'on va vous présenter dans le cadre du webinaire, mais également dans les fascicules. Donc, allons-y avec quelques questions et ensuite on continue. Je vais y aller d'abord avec Monsieur Cops qui nous demande la place du transport collectif dans les rues conviviales. Évidemment, on l'abordera un peu plus tard, mais déjà, on voit que le transport collectif, ça vient nous toucher. C'est un aspect important de la vie urbaine. Donc, peut-être, j'irai vers Florence, évidemment, parce que je sais que c'est un de tes dadas, le transport collectif et les rues conviviales. Mais je dirais merci pour ces questions parce qu'il y en a 3 autres qui suivent et je vais dire 2 choses. La première, c'est qu'évidemment, là, on a juste mis la table, alors ça suscite un intérêt marqué. Et alors, l'avantage des 2 webinaires, c'est qu'on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail et notamment dans les détails de programmation qui nous intéressent ici, de conception et de design et aussi d'évaluation parce que je vois qu'il y a une question sur les indicateurs. Alors, Nadia a souligné une chose, plusieurs éléments très importants qu'il va falloir garder en tête pour la suite. C'est que tout d'abord, je vais commencer par celui qui à la fois paraît trivial mais qui est très très important, c'est que dépendamment des contextes locaux, le type de voirie, le type d'enjeu, le type de besoins auxquels vont répondre les rues conviviales vont varier. Si bien que dans certains aménagements, on n'entendra pas vraiment parler de transport collectif, alors que dans d'autres, beaucoup plus. Et ça va dépendre des territoires sur lesquels les projets sont développés. Alors, le transport collectif est un des ingrédients que l'on retrouve dans certains projets, tout à fait. Et je pense que la question de la cohabitation des usages et de la division de l'espace public est au cœur des rues conviviales. Il y a souvent un repartage de voirie qui accompagne ces aménagements-là, dans lesquels on peut retrouver effectivement l'intégration de voies dédiées, par exemple au transport collectif, aux voies réservées, mais ça pourrait être au vélo également. Alors la question du transport collectif, c'est la question de la cohabitation des usages, c'est la question de la cohabitation des vitesses également. Donc, juste pour conclure sur ce point-là, je dirais que les indicateurs qui ont été donnés par Nadia, sécurité, confort, efficacité, sécurité pour tous les modes, suppose donc pour chacun des modes de s'interroger sur ce qu'est la sécurité, le confort, l'efficacité pour le piéton, par exemple pour les cyclistes, par exemple pour le transport collectif, dans un même espace. Et donc d'avoir une approche en termes de besoins et une approche en termes de cohabitation. Donc ma réponse est la suivante, oui, ça peut être nuisible, tout dépend comment
on va l'intégrer et le prendre en compte dans cet aménagement-là et dans la cohabitation des usages. Mais on va le voir en détail un petit On peu va le voir en plus. détail, puis on va voir Voilà, également des projets qui ont facilité la vie, dans tout certains à cas, fait, à tout à fait. la mobilité collective. Je ne l'ai pas mentionné un peu plus tôt, vous m'excuserez. Évidemment, il y aura plusieurs questions. On a 1 heure ensemble ce matin. Peut-être que certaines questions, on va les adresser un peu plus tard à la fin. Peut-être qu'il y en a certaines autres qu'on va essayer de combiner 2 questions ensemble. Peut-être une dernière question avant de continuer et aller vers la définition. On a M. Elfeki ici qui nous demande si on implante des rues conviviales sur le réseau artériel. Donc, habituellement, le réseau artériel, c'est une vitesse de circulation qui est un peu plus, qui est supérieure. Quelle est l'incidence sur la vitesse qui est anticipée? Est-ce qu'on doit systématiquement diminuer la vitesse de circulation? Alors là, je laisserai aussi Nadia et Simon nous détailler les cas tout à l'heure, mais l'apaisement des vitesses est un des ingrédients de la convivialité et de l'inclusion des modes bien souvent. Jusqu'à quel point, ça va dépendre des objectifs que vous fixez à votre projet de rue conviviale. C'est-à-dire que s'il y a un diagnostic préalable, et ça peut-être c'est le moment de le rappeler maintenant pour passer à la suite tout à l'heure, le diagnostic des besoins, le diagnostic des configurations, le diagnostic préalable des aménagements est vraiment quelque chose d'essentiel pour comprendre le fonctionnement, par exemple, de l'artère avant le réaménagement et des points noirs, en fait, de cohabitation des usages, de sécurité, d'inclusion. Donc oui, l'apaisement des circulations peut devenir un élément clé de l'aménagement de la convivialité, surtout si on a un objectif d'intégrer des modes qui sont peut-être un peu plus défavorisés par l'aménagement antérieur. Si on souhaite garantir la sécurité du piéton et de tous les piétons, notamment des plus vulnérables, si on souhaite favoriser les mobilités actives au sens large, ça va généralement s'accompagner d'un apaisement des circulations sur toute ou partie de la section qui sera réaménagée. Super, merci beaucoup. Déjà, on voit que ça suscite énormément d'intérêt. On a des questions sur l'évaluation, sur la participation publique, sur l'aménagement, le design urbain. On va avancer, vous allez voir, on va aborder ces questions-là en cours de route. Et la beauté de la chose, c'est qu'on vous a préparé une série en 2 temps. Il y aura des réponses cette semaine, il y aura des réponses la semaine prochaine, comme tout bon feuilleton télé. Nadia, je te laisse avancer et nous expliquer comment est-ce qu'on définit le projet du point de vue des municipalités. Exactement, merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, j'ai abordé comment se définissait le projet de rue conviviale, notamment dans la littérature scientifique et professionnelle, majoritairement états-unienne. Dans cette section, je me pencherai sur cette première étape qui est celle de la définition du projet, mais dans le contexte québécois suite à l'analyse comparative qu'on avait effectuée. Donc, définir les enjeux et les objectifs d'un projet est une étape complexe et importante pour la réalisation d'un projet d'aménagement de rue conviviale. Les enjeux d'aménagement doivent donc être analysés rigoureusement par les porteurs de projets. Généralement traduits en objectifs, les enjeux seront des éléments constitutifs tout au long du processus de réalisation. Je présentais les enjeux, les objectifs, les différentes visions et les outils de planification mobilisés par les municipalités pour définir ces projets de rue, pour finalement revenir sur les principaux faits saillants. Donc, si on commence ici, malgré les différences régionales ou locales, 3 catégories d'enjeux ressortent dans les cas québécois étudiés. Donc, on a les enjeux relatifs à la mobilité, ceux relatifs à la vitalité économique et commerciale et les enjeux environnementaux et de développement durable. Tout d'abord, plusieurs enjeux liés à la mobilité sont évoqués par les porteurs de projets. Ils évoquent notamment la sécurité routière des tronçons et les intersections, notamment pour les usagers actifs, l'optimisation des déplacements et l'anticipation d'une augmentation des déplacements actifs et motorisés dans le cadre de développement résidentiel, économique ou commerciaux des secteurs. Par exemple, le réaménagement du boulevard Le Corbusier à Laval a permis de traiter plusieurs enjeux locaux de mobilité. En plus de l'analyse des données de la sécurité routière, le projet a permis d'identifier des enjeux liés au parc modal en transport actif et collectif, et également pour la société de transport de Laval STL, l'enjeu du transfert modal vers les transports collectifs représente également des considérations importantes en termes de performance d'achalandage et de revenus commerciaux. Ensuite, on a les enjeux économiques qui renvoient aux conditions et problématiques suivantes. On a la dévitalisation des centres-villes ou des rues principales associées, et dans certains cas, à la volonté d'une mise en valeur du secteur patrimonial, naturel ou touristique, selon les cas. L'accessibilité difficile ou insuffisante au commerce et aux activités économiques,
le manque d'animation de rue et la gestion lacunaire des stationnements, ainsi que la configuration de rues et de design urbain qui ne favorisent pas la mobilité active. En dernière catégorie d'enjeux, qui concerne les aspects environnementaux et de développement de milieux de vie plus durables, ces enjeux concernent la qualité des milieux de vie, on parle de qualité d'air, des nuisances sonores et visuelles, la lutte face au changement climatique et la résilience des infrastructures municipales dans ce domaine, et également la gestion des eaux de pluie et sanitaires. On a l'exemple de la ville de Trois-Rivières qui fait face à des enjeux de gestion des infiltrations des eaux pluviales et l'alimentation de la nappe phréatique qui a projeté à réaménager la rue Saint-Maurice. Cette rue représentait non seulement une opportunité d'expérimentation de méthodes de gestion des eaux pluviales, en raison de sa typologie, mais également un enjeu de désuétude de son infrastructure souterraine. Les objectifs relatifs à l'implantation des rues conviviales sont diversifiés et répondent généralement aux enjeux soulevés par chaque projet. Par ailleurs, en cours du processus de planification ou de mise en œuvre de certains projets, on constate une évolution des objectifs avec l'émergence de nouveaux objectifs, notamment en ce qui concerne les objectifs environnementaux et de mobilité active. Donc, de façon générale, on retrouve des objectifs relatifs à la mobilité, ceux relatifs à la vitalité économique et commerciale et les objectifs environnementaux. Si on commence par le premier, les objectifs en mobilité sont au cœur de plusieurs projets de réaménagement de rues conviviales. Ils visent notamment à la sécurisation des milieux de vie pour une meilleure cohabitation entre les différents modes de déplacement, une amélioration des conditions des déplacements actifs, l'augmentation de l'utilisation des transports collectifs, la réduction de la congestion automobile et la vitesse de circulation. Et on retrouve en dernier la réduction des impacts négatifs du transit sur les milieux de vie adjacents. On a le cas encore du boulevard Le Corbusier à Laval, démontre un arrimage intéressant entre les objectifs de la Société de transport de Laval, STL, et ceux de la ville de Laval. Alors que la STL visait une amélioration de l'efficacité et du confort des déplacements en transport collectif, la ville de Laval a souhaité également améliorer la sécurité routière, l'accessibilité universelle et réduire la pollution atmosphérique et les îlots de chaleur. La diversification et la dynamisation économique constituent des objectifs importants pour les municipalités. Ils visent la revitalisation économique et commerciale, l'amélioration de l'accessibilité universelle au commerce et des espaces publics, l'amélioration de l'efficacité de la sécurité et du confort de tous les modes de transport au centre-ville, et ainsi que l'optimisation de la gestion du stationnement. On a par exemple, dans le cas de la rue Magog et dans l'objectif d'animer et de redynamiser les commerces du centre-ville, la ville de Magog a souhaité créer un milieu de vie convivial, favoriser la mobilité active et optimiser la gestion du stationnement. Les objectifs environnementaux émanent autant d'une vision globale d'aménagement des municipalités que d'enjeux locaux spécifiques. Ils visent le verdissement pour l'amélioration de la convivialité des déplacements actifs et réduire les îlots de chaleur, la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel de leur secteur, l'adaptation des infrastructures municipales aux enjeux liés à la santé publique en encourageant la mobilité active. Le cas de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières est un bon exemple d'évolution des objectifs pendant le processus de planification du projet. En effet, en impliquant les professionnels de l'aménagement de plusieurs départements, des propositions ont bonifié le projet. Alors que les objectifs initiaux du projet concernaient principalement la gestion des eaux pluviales et l'alimentation de la nappe phréatique, les objectifs de réduction des îlots de chaleur, de sécurité routière et de confort des déplacements piétonniers ont été ajoutés en cours du processus. Si on parle un petit peu des visions et des outils de planification qui sont mis en place, aucun cadre réglementaire ou politique spécifique n'est mobilisé de manière systématique ou uniforme à travers les différents projets étudiés. En effet, les projets de rue conviviale peuvent être réalisés à travers une politique ou une vision stratégique municipale propre à un enjeu spécifique, par exemple les politiques de transport collectif et actif, ou les stratégies de revitalisation commerciale, par exemple. La planification également de la mobilité active et des transports dans le cadre, par exemple, d'un plan directeur du réseau cyclable, des planifications sectorielles et des outils réglementaires spécifiques comme les plans d'urbanisme, des PPU ou des schémas de développement. Pour un petit peu résumer la définition des projets au Québec,
On va voir dans le cadre des projets étudiés, les aménagements ne sont pas toujours associés à l'approche des rues conviviales. Cependant, on constate qu'au fil de la réalisation des projets, les municipalités voient la pertinence d'ajouter des interventions relevant des principes de la rue conviviale. Ainsi, plusieurs projets sont même devenus une opportunité pour les municipalités de se doter ou bien de politiques ou bien de guides d'aménagement de rues inspirés de l'approche des rues conviviales. On voit également que la majorité des cas étudiés, les municipalités ont documenté les enjeux par la réalisation de démarches de diagnostic, ce qui permet de définir et de préciser les enjeux et définir également les objectifs du projet. Les enjeux locaux d'implantation des rues conviviales sont diversifiés et correspondent au contexte et aux réalités de chaque municipalité. Les objectifs également de la municipalité répondent aux enjeux initiaux, mais peuvent évoluer au cours du processus de mise en œuvre du projet de rue. Merci beaucoup. Super, merci Nadia. Donc, on a une majorité des participants qui sont ici, qui évoluent dans le domaine de l'aménagement. On a quelques élus. Bon, vous êtes tous bien au courant. Dans des municipalités, il y a des besoins, il y a des enjeux et les projets, les objectifs vont éventuellement répondre à ces besoins et ces enjeux-là. C'est ce qu'on vous a exposé ici. Puis on a quand même exposé des enjeux qui sont assez contemporains. Notamment, on a parlé de développement durable, on a parlé de développement économique. Ici, vous êtes dans des villes avec des artères commerciales. Dans les derniers mois, assurément, vous avez entendu parler de ces enjeux-là. Parlons-en, parce qu'on a une question qui est intéressante ici de la part de M. Lève. Étant donné que nos rues sont l'espace public le plus important dans nos villes, on ne peut pas ignorer le stationnement, bien évidemment, et on sait où on s'en va avec ces questions-là. Comment est-ce qu'on aborde le stationnement lorsqu'on parle de rue conviviale? Est-ce qu'on parle de tabula rasa et on enlève tout? Ou est-ce qu'il y a quand même de la place pour du stationnement? Et comment est-ce qu'on aborde cette question-là dans les différentes études de cas qu'on a vues dans l'étude? La question du stationnement, c'est une des questions clés de ces aménagements qui nous intéressent et qui nous réunissent aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de la vitesse, on a parlé du partage de voirie. C'est un des ingrédients, un des autres ingrédients clés. Pourquoi? Parce que si on veut faire de la mobilité plus durable, si on veut favoriser les mobilités actives, si on veut sécuriser certains déplacements pour des populations et des publics un petit peu plus vulnérables, on sait qu'il faut réguler, gérer, voire diminuer l'importance, la place que prend l'automobile et la pratique automobile, sans pour autant nier les besoins qui sont propres à certains territoires, notamment on a parlé des artères commerciales, par exemple, où on sait que l'accès en automobile reste un enjeu, disons-le, vital, dans des territoires qui sont fortement dépendants de l'automobile par ailleurs, donc les populations n'ont pas forcément d'alternative. Donc ce besoin-là, on n'est pas dans la tabula rasa, on ne le nie pas du tout dans les projets, mais on va ce qu'on appelle optimiser l'offre de stationnement. Alors derrière ce terme-là, il y a souvent beaucoup de mesures qui sont mobilisées, qui sont déployées. Il y a des questions de relocalisation de l'offre de stationnement. Il peut arriver qu'on déplace des offres, qu'on optimise l'offre aussi on en a un petit peu moins parlé ici, mais avec des tarifications particulières. Il se peut aussi que parfois on réduise l'offre, soit pour la délocaliser ailleurs, soit pour la réduire parce qu'on va favoriser une accessibilité par d'autres modes. Donc on est tout à fait avec un des maillons du projet qui est évidemment essentiel. Et j'aurais tendance à dire que c'est tout un domaine en soi, cette gestion du stationnement. Là, on le regarde sur les rues, mais bien généralement, quand on va intervenir sur une rue commerciale, ça va obliger à le penser aussi, le stationnement sur une échelle un petit peu plus large, souvent à l'échelle du quartier qui est concerné par cet aménagement de rue aussi. Super, merci. Puis on a également Monsieur René. Michael, oh, oui, Nadia. Juste oui, vas-y. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci au niveau du stationnement, mais en fait, c'est une question d'équilibre. Trouver un équilibre entre la demande de stationnement, mais également d'offrir aussi un aménagement et un design qui est favorable au mode actif et mode durable. Il y a aussi un autre point très important, c'est le diagnostic au préalable de l'aménagement. Il y a dans certains cas étudiés, en fait, les diagnostics en amont, même s'il y a des demandes de rajouter des stationnements de la part de la population, disent que les stationnements qui sont disponibles sont suffisants, mais il y a comme une volonté de optimiser
d'optimiser la gestion du stationnement pour augmenter l'efficacité de cette offre. Tout à fait. Et ça peut passer par la tarification, pas simplement par l'aménagement. Exactement, c'est ça. Super, merci. On va avancer, mais avant, Florence et Nadia, il y a un enjeu très intéressant qui est peut-être un enjeu orphelin dans notre travail, qui est celui de la cohabitation avec les établissements de santé. Oui. C'est un enjeu qui est cette contemporain, bon, dans un contexte de vieillissement de la population, où on met de l'avant la mobilité active. Donc, peut-être qu'à la fin, on pourrait aborder cet enjeu-là à la période de discussion, à la toute fin. Oui, est-ce qu'on peut en profiter juste, Michael, pour rappeler, cette question est très importante. On pourrait ramener les écoles aussi, on pourrait ramener un certain nombre d'établissements dans notre giron de discussion. Juste rappeler un point méthodologique important. On a travaillé à partir de 12 cas qui sont représentatifs de pratiques diversifiées, mais qui ne sont pas exhaustifs. Donc, juste pour rappeler qu'on part des pratiques et qu'on a un échantillon de ces pratiques. Et évidemment, on va élargir la discussion avec vous sur d'autres cas. Et le but des guides qui seront à votre disposition, c'est, par exemple, sur vos territoires, de pouvoir transférer des enseignements parce que vous avez peut-être les mêmes situations, ou de transposer ces enseignements-là, ces pratiques, à des situations un petit peu inédites par rapport aux guides, mais qui, on l'espère, auront une portée suffisamment générale. Donc, abordons ces questions de mobilité et d'institutions, établissements scolaires ou hospitaliers à la fin. Avant, toutefois, on va avancer, on va essayer de répondre à la question comment est-ce qu'on priorise ou comment est-ce qu'on oriente nos interventions. Parce que bien évidemment, il y a énormément d'artères, énormément de rues où on pourrait intervenir, mais on a malheureusement très peu souvent assez de budget pour intervenir partout. Puis on ne veut pas nécessairement non plus que ce soit le rouleau compresseur de la rue Conviviale partout. Donc, Nadia, je te laisse répondre à cette question-là et aborder le thème de la sélection. Parfait. Donc, c'est ça, j'ai abordé précédemment la sélection, mais dans le cadre un petit peu de la littérature professionnelle et scientifique qui se fait un petit peu ailleurs. Dans cette section, je me pencherai sur cette deuxième étape qui est très importante lors de l'implantation des projets de rue, qui est celle de la sélection ou de la priorisation, mais en se basant sur le contexte québécois qu'on a étudié. Donc, dans le cadre de la sélection des projets, ça renvoie principalement à ces principes-là et aux modèles et aux mécanismes de priorisation ou non. Donc, je parlerai tout d'abord des typologies des aménagements et des rues qui sont sélectionnés, tout d'abord, qui sont visés plutôt par ces aménagements-là, pour ensuite développer avec vous 2 modèles de sélection de rues conviviales au Québec. Donc, les typologies des sites choisis pour l'aménagement des rues conviviales est très diversifiée, ayant comme principe d'être adaptable à son milieu d'insertion. Les rues conviviales s'adaptent également au contexte local et à la typologie de la rue. Donc, on remarque qu'il y a une diversité de la typologie de rues à aménager. On a des collectrices locales, secondaires, régionales, des rues principales de centre-ville, des rues locales, etc. Les espaces publics concernés également par les aménagements sont assez diversifiés. On retrouve les trottoirs, les chaussées, les traverses piétonnes, les pistes cyclables, les stationnements, les places publiques, ainsi de suite. Il est constaté également une pluralité de milieux de vie d'insertion des projets de rue conviviales. On retrouve le centre-ville, le secteur commercial, la zone résidentielle et les secteurs mixtes. La priorisation des espaces à réaménager est primordiale pour une municipalité, comme on l'a dit. Une multitude de critères et de dynamiques spécifiques à la réalité de chaque municipalité sont mobilisés pour effectuer ces choix. Toutefois, plusieurs tendances fortes se démarquent quant aux choix finaux qui se déclinent en 2 catégories. On a la sélection découlant d'opportunités à caractère ponctuel ou liées au territoire, et on a la sélection formelle selon le processus formel. Si on commence par la sélection à caractère ponctuel, les municipalités priorisent inévitablement certains enjeux par rapport à d'autres. Ayant des ressources limitées, la priorisation de plusieurs rues conviviales est réalisée selon les opportunités pouvant être saisies. Cette logique permet notamment la réduction des coûts relatifs au projet. Et parmi ces opportunités, on relève la désuétude des infrastructures souterraines, l'annonce gouvernementale d'appel à projets dans le cadre de subventions et également la tenue imminente d'événements de grande envergure. On a le cas de la rue Laurier à Gatineau, lors des festivités, les festivités autour du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, a accéléré la mise à l'agenda du projet de réaménagement de cette rue-là.
En effet, étant donné sa présence sur le trajet du boulevard de la Confédération et la Commission de la capitale nationale, la municipalité a priorisé son réaménagement afin de permettre la continuité des déplacements à vélo. La sélection par processus formalisé. Certaines municipalités ont, quant à elles, eu recours à des processus de sélection formels répondant à des orientations et des objectifs globaux identifiés en amont. Par l'identification de critères précis de priorisation, elles jouissent ainsi d'une vue d'ensemble afin de sélectionner des projets qui y répondent. Cette approche permet de favoriser la cohérence et l'efficacité de l'action publique municipale ainsi qu'une adhésion des élus municipaux à un processus rigoureux et documenté. Le cas de la ville de Québec en est un bon exemple. En effet, ayant comme objectif d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens, la ville de Québec s'est associée à l'Université de Laval afin de développer un outil d'aide à la décision qui est une méthode d'analyse multicritère cartographiée. Cet outil d'aide à la décision pour la priorisation des réaménagements de rues est selon plusieurs critères, comme la connectivité des réseaux de transport, le débit piéton, l'emprise de rue, l'indice de défavorisation et la sécurité, entre autres. Constatant une priorisation plus particulière vers les secteurs du centre-ville, des rues en périphérie et qui représentent une typologie diversifiée ont également été sélectionnées afin de développement des projets d'aménagement reproductibles dans ce type de milieu périurbain. Donc, si on résume cette situation, on constate qu'il y a les milieux d'implantation des rues conviviales sont diversifiés en termes de type de rues sélectionnées, de milieux de vie concernés et d'espaces publics aménagés. Outre, dans le cadre des municipalités ayant recours à des processus formels de sélection de rues aménagées, la sélection des rues est réalisée selon des opportunités de financement disponibles ainsi que des enjeux locaux. Les processus formels de sélection des rues sont basés sur des critères diversifiés, mais cohérents avec les enjeux et les objectifs soit du projet, soit de la politique de rue conviviale en vigueur. Cette approche de la sélection des rues à aménager permet de développer des projets cohérents avec des orientations de la municipalité et répondant également aux besoins locaux. Merci beaucoup, Nadia. Donc, vous voyez, on a recensé une diversité de processus de sélection, que ce soit des processus un peu plus opportunistes parce qu'il y avait des financements ou des événements, ou encore des processus assez complexes et assez, disons, assez méthodiques, notamment le cas de la Ville de Québec. Avançons à notre période de discussion générale, parce qu'on a quand même quelques questions d'ordre général qui valent la peine d'être adressées. Puis, Florence et Nadia, bon, j'ai donné un petit teaser, si vous me permettez d'anglicisme, un peu plus tôt, mais on a cette excellente question de M. René qui nous pose la question comment est-ce qu'on gère cet enjeu de la mobilité aux abords des établissements de santé? Et Florence, tu proposais d'élargir un peu, puis peut-être aussi discuter d'établissements scolaires. J'ai envie de vous lancer la question, comment est-ce qu'on aborde ces enjeux-là, qui sont des enjeux assurément contemporains et qui touchent probablement tous les professionnels qui sont avec nous aujourd'hui? Alors, je vais être très modeste dans ma réponse et certainement, ça va être une réponse peut-être un peu frustrante pour M. René. On n'a pas étudié l'accessibilité de ce type d'équipement hospitalier. Peut-être je connais un petit peu mieux la question des établissements scolaires, mais j'aurais tendance à dire que dans les principes qu'on a énoncés en tout début, notamment comme les ingrédients clés de la rue conviviale, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire, il y a bien entendu la question d'améliorer l'accessibilité. Alors, je pense que l'établissement, l'hôpital, c'est un petit peu différent de la rue quand même. Je devrais commencer par là. C'est un petit peu différent dans la mesure où il me semble que sur ces problématiques d'établissement hospitalier, il y a vraiment la question de l'accessibilité de tous, des travailleurs, des clientèles au sens large, des fournisseurs, des visiteurs. Et donc là, on va chercher, c'est un point générateur de déplacement majeur sur 24 heures et dans lequel en plus il y a une question de l'accessibilité des urgences à assurer. Donc
on est sur une problématique, me semble-t-il, un tout petit peu différente. Donc, améliorer l'accessibilité pour tous, l'efficacité de cette accessibilité, à peut-être moindre coût aussi, parce qu'on est dans des déplacements qui sont très contraints, que ce soit pour les gens qui sont malades, les visiteurs et les travailleurs. Donc, certainement que c'est une problématique, à mon sens, presque beaucoup plus complexe que celle de la rue conviviale, telle qu'on vient de la présenter. Ça, c'est mon premier point. Cela étant dit, il faut pouvoir concevoir cet établissement-là, ce type d'établissement-là, et son environnement direct. On s'est beaucoup intéressé aux environnements bâtis et construits autour des rues conviviales, mais là, on pourrait l'envisager autour des établissements hospitaliers, où là, il y a une problématique de mobilité inclusive aussi à considérer, et de lien avec non seulement l'environnement immédiat, mais les infrastructures de transport à proximité. Donc, oui, les principes qu'on énonce sont certainement valables, mais je mettrais vraiment en garde finalement sur ce dossier-là, sur le fait que l'hôpital lui-même, c'est un fonctionnement très, très, très spécifique en termes de nombre de travailleurs, en termes de nombre de visiteurs. Et donc, il faut pouvoir massifier certains flux. Et là, la rue conviviale, on n'est pas tout à fait dans la massification des flux, on est plutôt dans la fluidité, la cohabitation, la sécurité, alors que l'hôpital, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut avoir un accès pour tous massif, et il faut aussi qu'il soit sécuritaire et à moindre coût pour certaines de ces populations-là. Alors, je trouve que c'est un dossier en soi, les établissements hospitaliers, et si vous êtes intéressé par ces questions-là, je vous encourage à contacter nos collègues de l'Université de Montréal à la faculté de l'aménagement qui sont spécialistes, comme Sébastien Lord, de la mobilité vers les hôpitaux. Et Sébastien Lord et son équipe ont travaillé sur le CHUM, ont fait des enquêtes sur plusieurs années pour essayer de comprendre les enjeux de mobilité. Alors, vous voyez, je me défausse avec plaisir sur mes collègues parce que, à mon sens, c'est une problématique qui est très, très, très spécifique et peut-être un petit peu différente. Peut-être avant de se lancer vers les écoles, c'est en effet une problématique qui est complexe. Puis gardons en tête qu'au Québec, bon, on connaît nos structures, là, CIUS, CIS et ainsi de suite. Donc ça s'est quand même complexifié au courant des dernières années. Mais il y a quand même une portion assez importante des établissements de santé qui ne sont même pas propriétaires de leur propre bâtiment aussi. Donc, tout ça pour dire que la planification aux abords d'un établissement de santé est une chose très, très complexe. Il y a énormément de parties prenantes. Et au Québec, on a très peu abordé la question de la planification aux abords des établissements de santé. Mais j'ai envie quand même de vous nommer peut-être deux pistes de solutions avant qu'on réponde à la question plus l'aspect école. À Chibougamau, la 3e rue, il y a un établissement hospitalier aux abords et je sais qu'il y a une rue conviviale qui a été aménagée là-bas. On pourra, à la fin du webinaire, je vous référer où vous pourrez trouver cette étude de cas-là. Puis également, il y a un concept qui tranquillement commence à émerger aux États-Unis qui est celui du Health District. Donc, on pourrait traduire le district de santé. Donc, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de définition précise, mais c'est un travail transdisciplinaire entre différents professionnels, différents acteurs pour mieux planifier les abords d'un établissement de santé. Ça va toucher différentes composantes de la ville, parfois architecturales, parfois réglementaires, parfois au niveau de la mobilité, du design. Et la fonction première, c'est de mieux intégrer ces établissements de santé-là dans des milieux soit déjà bâtis ou des nouveaux milieux. Donc, je te relance la question, Florence, pour Oui, cette sur les fois-ci, l'enjeu écoles. des écoles. Oui. Alors, c'est peut-être parce que les écoles se prêtent peut-être un petit peu mieux à une intégration de ces questions de rue conviviale, me semble-t-il. Il y a des expériences qui se mènent aujourd'hui, actuellement, ou depuis quelques années, mais qui ont été réifiées avec la pandémie en Europe, et qui proposent d'aménager, alors là c'est le district scolaire un petit peu, à l'image d'aménager autour des écoles des zones fortement apaisées, fortement conviviales, sur lesquelles on va favoriser l'accessibilité active et collective, on va réduire l'accessibilité motorisée, notamment en automobile, pour sécuriser les abords des écoles, premièrement, parce que venir en école en voiture, ça pose un certain nombre d'enjeux de santé et de sécurité. Donc oui, les écoles se prêtent très bien à ce type de réflexion qu'on vous propose dans ces deux webinaires-là. Ça, c'est le premier point. Puis,
comme pour les établissements de santé, mais on n'y revient pas, mais sur les établissements scolaires, on peut tout à fait envisager que les aménagements conviviaux d'espaces publics aux alentours immédiats des écoles notamment se fassent aussi de manière accompagnée d'une gestion temporelle des aménagements. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, que je creuse mon sillon régulièrement sur ces questions-là. On peut envisager de construire des zones conviviales, des rues conviviales, voire des zones de rencontre aux abords des écoles, notamment pour les heures de pointe d'accès aux écoles, le matin entre 8h et 9h, dépendamment des horaires des écoles, le soir à la sortie de l'école, et que ces aménagements aient une forme de flexibilité dans le temps, que peut-être qu'en dehors des périodes de rentrée, de sortie de l'école, on réouvre la rue à d'autres usages, notamment motorisés. Et ça, je pense qu'on ne le voit pas forcément dans les exemples qu'on a, ce sont plutôt des aménagements pérennes qu'on a étudiés. Mais je pense qu'autour des écoles et peut-être des établissements, de certains établissements autres publics, il pourrait y avoir aussi un aménagement de forme de convivialité temporelle et modulable dans le temps. Et ça, je pense que c'est une piste qui est développée dans certains pays et qui mérite d'être approfondie en fait. Ben, ça me permet peut-être d'annoncer quelque chose. D'ici quelques semaines, on lancera des outils au Centre d'écologie urbaine sur justement ce que tu parles, les rues-écoles, les Schoolstraat, si vous me permettez de sortir mon allemand. Mais bon, revenons à nos rues conviviales, puis peut-être on a le temps pour une dernière question qui a été posée par Monsieur Margab. Mais avant, bon, évidemment, on a quelques questions, des questions sur la participation publique, sur le design, le verdissement. Je vous invite à toutes et à tous revenir la semaine prochaine parce que ce sera justement des thématiques qu'on abordera. On abordera la conception, la mise en œuvre, donc on parlera entre autres de financement et l'évaluation. Donc, pour revenir à la question de M. Margab, qui est quand même, bon, on l'abordera également la semaine prochaine, mais ça reste assez important. Quelles sont les contraintes majeures qui entravent l'implantation, la réussite des projets de rue conviviale au Québec? Puis, j'ajoute la sous-question, particulièrement à Montréal. Oui, alors, on l'a vu dans la présentation, les projets ne naissent pas dans des contextes identiques du tout, ni avec les mêmes, je dirais, dynamiques porteuses ou les mêmes opportunités locales. Et d'ailleurs, il y a des projets qui sont totalement conjoncturels, ponctuels. On saisit une opportunité parfois de refaire des réseaux souterrains, puis finalement, le projet évolue en rue conviviale. Pour d'autres municipalités, on a vraiment une démarche systématisée qui est une politique publique. Donc, on voit bien qu'il y a un éventail de contextes dans lesquels les acteurs municipaux vont favoriser ce type d'aménagement-là et les généraliser ou non, ou le laisser de manière, le réaliser de façon plus ponctuelle. Puis on a aussi des cas où la rue conviviale, c'est un des projets parmi d'autres dans un territoire municipal dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et on va en avoir un, mais on va avoir d'autres projets. Donc, de ce point de vue-là, les contextes sont vraiment variables et, et bien, les contraintes, on les connaît tous, c'est celle de l'aménagement et de l'urbanisme dans les municipalités. Je pense que là, je vais rien vous apprendre, en tout cas, évidemment. Il y a des contraintes de coût. On a vu des projets démarrer avec beaucoup d'ambition et devoir revoir leurs ambitions parce que parce qu'il y a des arbitrages financiers dans les finances publiques qui ont dû être faits. Et puis, bien entendu, vous avez vu, il y a des aménagements ponctuels, puis il y a des politiques publiques, il y a des approches qui sont beaucoup plus, qui supportent beaucoup plus ce type d'utilisation des rues conviviales, où la rue conviviale devient un instrument un petit peu systématique d'action. Mais ça veut dire que derrière une telle politique publique, il y a une vision, ça veut dire qu'il y a des stratégies peut-être qui sont un bagage, un background en bon français, c'est-à-dire qu'on a des politiques de mobilité durable. Souvent, dans ces municipalités-là, on va avoir des politiques en faveur de la marche et des aménagements durables. Et donc, la rue conviviale va devenir un instrument majeur de la réalisation de ces visions-là. Donc, le contexte politique et stratégique des municipalités va être très important. Et puis, j'aurais tendance à dire aussi que la rue conviviale ne fait pas tout et qu'il y a aussi dans des municipalités des interventions qui viennent
compléter cette boîte à outils et la rue conviviale est pour certaines municipalités un des instruments parmi d'autres. Donc, il ne faut pas perdre de vue que les municipalités font d'autres choses aussi et donc n'ont pas forcément une approche systématique de ce point de vue-là. Alors, moi, je suis un peu gênée d'ouvrir un débat sur Montréal, pas du tout j'ai beaucoup de choses à dire sur la situation montréalaise, mais parce que dans le guide, quelque part, on a choisi de ne pas, comment dire, on a cherché un équilibre dans nos exemples, on a cherché une représentativité, et donc, quelque part, on a certainement diminué un petit peu le poids que pourraient avoir les expériences montréalaises, puisqu'il y en a quand même pas mal, il y en a quand même beaucoup, il y a une politique des rues piétonnes et partagées, donc ça s'intègre dans ce champ des approches des rues conviviales. On reviendra dessus parce qu'ils ont développé notamment des outils d'évaluation, à mon avis, fort intéressants en termes d'indicateurs qui permettent de mesurer les succès et les échecs et d'identifier des contraintes. Donc ça, c'est important. Puis ça prend une vision et un leadership politique, et puis ça prend aussi parfois du courage politique, mais là aussi, je pense qu'en urbanisme, je ne vous apprends rien, et on a des projets qui sont portés parfois fermement, et plus fermement que d'autres, et ça joue dans les conditions de réalisation. Mais je pense que la semaine prochaine, on aura l'occasion de revenir vraiment en détail sur les leviers et les risques et l'importance. Quelqu'un a posé une très bonne question qu'on garde pour la semaine prochaine sur les indicateurs. Et là aussi, on est au cœur de on peut développer des indicateurs non subjectifs et ça nous aidera à comprendre justement les risques liés au projet. Ben voilà, Le teaser. c'est le meilleur teaser possible. Donc, l'heure passe très, très vite en espérant vous avoir mis l'eau à la bouche pour que vous soyez de retour avec nous la semaine prochaine. Donc, le 29 septembre, les inscriptions sont déjà ouvertes où on va parler des étapes de conception, de mise en œuvre et d'évaluation. On vous invite à suivre réseaux sociaux, site web, si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Et je vous rappelle également que cette publication qui est co-rédigée par la Chaire Institut et le Centre d'écologie urbaine de Montréal sera disponible dès le 29 septembre prochain, donc à la fin du prochain webinaire. Toutefois, entre-temps, je vous invite à consulter nos autres publications sur la question des rues conviviales, notamment une fiche sur les bénéfices économiques associés aux rues conviviales, levier économique local, et également notre inventaire. Dans les deux cas, c'est disponible sur notre site web ou sur le urbanismeparticipatif.ca. Et lorsque je parlais un peu plus tôt de l'exemple de Chibougamau, la 3e rue, le centre de santé de Chibougamau et le nouveau CHSLD sont aménagés sur un des exemples qu'on retrouve dans notre inventaire des rues inspirantes. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous ce midi. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et bon dîner, parce qu'il est 12h30. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, à la semaine prochaine.